Bonjour madame, monsieur, Réginald Delva avec vous. Je remercie Bello qui nous a donné ces titres, non seulement Côté Mounio en tout début d'émission, et ainsi que le titre que vous venez d'écouter avec Zing Experience, qui était interprété par Paul Beaubrun, je vous le rappelle. Alors, c'est Remember. Remember, c'est un souvenir, et ce souvenir peut être pénible des fois, quand il s'agit de situations d'exactions qui sont perpétrées contre, malheureusement, des gens qui n'ont pas les moyens de se défendre. Vous savez qu'en République dominicaine, la situation est toujours la même. C'est un pays magnifique, c'est un pays formidable où le tourisme sévit avec, à grand renfort d'ailleurs, de dollars et je dirais, de sollicitations et tout ce qui peut entourer effectivement les voyages et ce que ça donne. Mais voilà, je vous parle tout de suite d'un invité qui vient nous présenter un film qui sera très bientôt présenté. C'est monsieur Nicolas Alexandre Tremblay qui est avec nous aujourd'hui, à qui je dis bonjour tout de suite. Bonjour Réginald, merci de l'invitation. Oui, ça va très bien. Alors, Nicolas Alexandre Tremblay qui a réalisé un documentaire et qui se trouvait même en République dominicaine, c'était enfin pour le film, pour les besoins du film, si j'ai bien compris, c'est bien ça? Oui, c'est ça. En fait, ça fait plusieurs années que le travail ou les études m'amènent du côté de la République dominicaine puis d'Haïti, mais avec la décision de la Cour l'année dernière qui a rendu près d'250 000 de personnes apatrides, bien, ça nous a amené à y retourner passer plusieurs mois pour tourner un documentaire. Alors, on parle évidemment de la loi 168/13, qui est cette fameuse loi scélérate qui a carrément enlevé à un bon nombre de citoyens leur nationalité, qui fait que maintenant on se retrouve avec davantage d'apatrides. Et ça touche nécessairement, ça touche évidemment les ressortissants haïtiens, mais en principe ça s'étend à tous les étrangers en fait qui n'ont pas une situation claire depuis des générations. Mais le problème, voilà, on va vous faire tout à l'heure passer un clip pour vous expliquer la situation et le topo, c'est que justement avec cette situation on peut remonter jusqu'à des gens qui ont aujourd'hui 84 ans et qui se trouvent frappés par cette fameuse loi. Et quand on parle de 84 ans, évidemment, ce sont des gens qui ont pu vivre jusque-là parce que la moyenne d'âge est autour de 53-54 ans. Donc, ce film qui sera présenté bientôt, d'après ce que j'ai pu comprendre, le documentaire, et explique cette situation, puisque c'est une situation qui a été suivie au quotidien pendant une certaine période. Vous avez passé combien de temps en République dominicaine pour filmer? Ça fait 4 ans, en fait, que pas cette problématique-là, mais que l'idée de faire un documentaire pour parler des migrants ou des descendants de migrants haïtiens en République dominicaine. L'année dernière, suite à la décision de la Cour constitutionnelle dominicaine, on a passé 3 mois autant du côté dominicain qu'haïtien, beaucoup à la frontière aussi, pour documenter ça. Puis on s'est aussi rendu compte qu'il y avait vraiment besoin de projets comme ça où on peut prendre 1 heure pour démystifier la situation, puis bien informer, parce qu'il y a tellement de mauvaises interprétations, d'amalgames qui a été fait autant de la part des médias, de la classe politique dominicaine, que c'est très difficile pour la majorité des gens de comprendre réellement ce qui se passe, parce que ce qu'il faut comprendre, je pense, le plus important, nous, le truc sur lequel on met l'emphase, c'est que les gens qui ont été touchés par cette décision de la Cour-là, c'est des gens qui, au fil du temps, ont été amenés par le gouvernement dominicain, transportés par l'armée dominicaine pour travailler les plantations du gouvernement dominicain. Donc, du jour au lendemain, alors qu'ils ont quitté peu à peu la production de la canne, ont décidé de leur enlever leur citoyenneté. Pour nous, au lieu il y aurait plutôt une responsabilité sociale du gouvernement dominicain envers ces populations-là. Au contraire, on essaie c'est pas nouveau. En 2013, ça a été un gros coup parce que c'est un tribunal constitutionnel qui a amené ça, mais ça faisait plusieurs années que le gouvernement, avec différents stratagèmes, ont essayé de leur enlever leur potentiel de citoyenneté. Ouais, de faire pression. En fait, c'est une situation où on sent que la République dominicaine a décidé... En fait, c'est plutôt l'oligarchie de la République dominicaine qui a décidé de faire pression sur le gouvernement haïtien de cette façon, en mettant en cause et en prenant en otage carrément des citoyens, des ressortissants d'Haïtiens qui vivent en République dominicaine. Mais par le fait même, on retrouve parmi ces gens-là qui sont visés des Dominicains qui ont toujours été de nationalité dominicaine, mais du simple fait de la couleur de leur épiderme, de la couleur de la peau, ils sont en quelque sorte mis dans un amalgame et considérés comme haïtiens, puisqu'en République dominicaine,
en principe, il n'y a pas de noirs. La race noire n'existe pas, donc la race noire vient nécessairement de la République voisine, et ce sont des Haïtiens. Alors que la République dominicaine a eu aussi dans son histoire, effectivement, une population noire qui a été, à un moment donné, mélangée, métissée, sous de nombreux régimes, pour des causes différentes et pour avoir une espèce de métissage social intéressant auparavant. Donc, lorsqu'on a la peau basanée, on est considéré comme indio, et il y a une carte que l'on retrouve, une carte d'identité où effectivement l'une des premières choses qu'il faut voir sur cette carte, c'est la race et la couleur de l'épiderme qui sont mentionnés en très grandes lettres. Donc en fait, de cette situation, c'est une situation qui touche non seulement des Dominicains d'origine haïtienne, mais aussi des Dominicains de souche qui ont le malheur d'avoir la peau plus foncée que les autres. Et pendant que vous avez été sur place pour tourner votre film, est-ce que vous avez eu des difficultés par rapport aux autorités locales pour effectivement, parce qu'on sait qu'à un moment donné, il y a eu des manifestations, et au moment où l'année dernière justement on repoussait certains Haïtiens, il y avait les médias étaient souvent la cible soit des hommes armés ou de la police ou encore des autorités locales. On n'a pas eu directement, pendant qu'on était là, de complications, parce qu'il faut dire qu'on travaille en très petite équipe. On était 2, avec une caméra qui est un appareil photo finalement, qui tourne en HD. Donc, on n'a pas non plus tellement attiré l'attention. Mais une chose est sûre, c'est qu'on était présents dans les manifestations, autant du côté qui était organisé par l'extrême droite nationaliste que du côté des victimes qui se mobilisaient pour faire valoir leurs droits. On était à même de constater justement ce que tu disais tout à l'heure, cette polarisation que ça crée, cette loi-là, puis la division, l'amalgame qui est créée au point de vue de la race. C'est un peu ridicule en fait, parce que les gens qu'on a touchés avec cette sentence-là, c'est 1% de la population. C'est des gens qui sont arrivés depuis 1930, qui sont extrêmement bien intégrés dans la population. Quand on va sur le terrain, on se rend compte que aller jusqu'en 2013, ils pouvaient travailler légalement. Les jeunes qui avaient les moyens y allaient à l'université, etc., etc. C'est ces personnes-là qu'on attaque au lieu d'appliquer une loi migratoire qui n'est pas appliquée. En 2004, ils ont voté une nouvelle loi migratoire en République dominicaine pour gérer la frontière, mais quand on va sur la frontière, c'est même pas subtil. Le système, le marché noir, le trafic humain qui existe, c'est même pas subtil. On s'assoit 5 minutes, puis ça nous saute aux yeux. Donc, au lieu de gérer la politique migratoire, on s'attaque à une minorité qui est extrêmement intégrée pour faire plaisir à une élite, comme vous disiez, qui fait sa fierté, sa construction nationale, par opposition aux Noirs venus d'Afrique. Même si on sait très bien que la République dominicaine est un métissage culturel, puis c'est blanc, noir, indien. Enfin, indien qui fait partie des Premières Nations et qui était déjà sur l'île à l'époque, et dont certains ressortissants ont survécu à l'esclavage, parce qu'on sait qu'il y a eu toute une population de natives, entre guillemets en anglais, donc d'aborigènes, qui ont été décimés avec l'arrivée des Européens, soit par le choléra, les maladies, et de même que le travail forcé, donc avec l'esclavage. Mais pour votre film, dites-moi, le titre d'abord du film, c'est quoi? En ce moment, le titre, faut dire, il va être en France. Il va y avoir une version française, anglaise, espagnole et créole. Donc pour l'instant, on va avec Citizens of Nowhere. C'est le titre évidemment qui va être en anglais. On travaille avec Jean-Claude Martineau, le conteur haïtien, dramaturge, chanteur corallin extrêmement bien connu. Tout à fait. C'est donc lui-même est immigrant, il a dû quitter Haïti à cause de la dictature. Il parle au nom de ses compatriotes dans le documentaire. Ça rajoute vraiment quelque chose d'humain, Puis, pour l'instant, on se laisse place aussi à ce qu'il y ait un nom peut-être plus poétique qui émerge dans le montage pour la version française. Mais pour l'instant, pour nous trouver, c'est Citizens of Nowhere. Vous pouvez nous trouver sur Facebook et aussi sur le site Kickstarter, parce qu'on est en pleine campagne de sociofinancement, faut le dire, pour terminer le documentaire. On a besoin on demande l'aide au public parce que c'est un projet, une base indépendante. On a reçu de l'aide du Conseil des arts du Québec, du Canada, maintenant, pour faire le tournage. Maintenant, pour le montage, on va être à l'Office national du film qui nous
offre quelques services, mais on a besoin encore de 15 000 $ pour payer les droits musicaux, la conception sonore, faire le titrage, sous-titrage, la traduction, tout ce qui va nous permettre de faire en sorte que ce film-là soit un outil d'information puis de sensibilisation. Je vois, donc il n'y a pas une projection qui soit déjà planifiée? Oui, absolument. La date n'est pas encore... arrêtée. Ouais, mais c'est une question d'heures et de jours. Là, ça va être fin février dans le cadre du mois d'Histoire des Noirs. Voilà, okay. Absolument. On va faire la première mondiale ici à Montréal. Donc, le sociofinancement, c'est aussi ça. C'est que vous pouvez déjà vous procurer une version digitale du film à l'avance, évidemment, ou un billet pour le lancement. Là, c'est aussi une manière de manifester votre intérêt. Il faut dire que jusqu'à présent, en 2 semaines, on a quand même déjà réussi à amasser la moitié des fonds, ce qui est déjà très bien. On est allé chercher 1500 likes sur Facebook. On voit qu'il y a un engouement, un intérêt pour le film. Maintenant, on demande votre appui pour donner un dernier petit coup avant Noël, parce que la campagne se termine le 21 septembre. Je vois. Le 21 décembre? Décembre, pardon. Oui, ouais. Tout à fait. Alors, je vois que effectivement, c'est quelque chose d'assez intéressant. Donc, la version qu'on va pouvoir obtenir sur Kickstarter, est-ce que c'est une version complète ou bien c'est simplement une bande-annonce En ce moment, pour ceux qui s'intéressent au sujet, vous pouvez aller sur Kickstarter pour voir des extraits puis une bande-annonce du film. Mais en donnant un montant, exemple 20 $, vous pouvez acheter une version digitale qu'on va évidemment donner aux gens quand le film va être terminé ce printemps. Ouais. Alors, c'est à surveiller, mais nous allons revenir tout à l'heure pour vous poser des questions concernant justement votre constat sur le terrain, parce que vous avez quand même passé un certain nombre de jours, vous avez vu des gens qui sont sur place, vous avez probablement vécu aussi des situations qui étaient souvent pénibles, simplement autour de la frontière entre Haïti et la République dominicaine, la République d'Haïti et la République dominicaine. Il y avait des groupes, donc il y avait souvent foule. Et souvent, il fallait, pour pouvoir faire faire le passage de ces gens-là, souvent c'était assez difficile, assez compliqué. Et aussi, on parle des marchés qui sont sur place, où il y a un va-et-vient qui se fait entre les deux pays, justement par rapport à l'échange commercial. Ça aussi, ce sont des choses qui engendrent facilement des petites situations. Et nous allons en parler tout à l'heure avec vous. Et tout de suite, nous allons prendre le temps d'écouter encore une pièce qui nous est proposée ici par Bello. Et je salue en même temps la présence de Julien qui est avec nous et à qui je dis bonjour et merci d'être là à la barre pour me seconder ici. Et nous allons écouter justement cette prestation Louvrigène interprétée ici par Bello. Non, Abraham dit c'est assez. Allez, on t'y chasse pas, mon compère, pour te parler. C'est nous que d'être illégal, nous pas qu'arrêter, bras croisés. Problème arrête pied nous, qui ça mande nous, pour nous solutionner, pour nous éliminer. Besoin de faire ça changer. Dans fait noir. Problème même ça, problème identité, problème la santé, problème de sécurité. Problème politique, problème social, économique à compilant encore. Pour qui kidnapping en 2010, la guerre panique ici, tribord barbare. Soit classe sociale ou yeah, ou pas pour si tu pas concerné parce que pays a en danger, pays a en fin grâce mais nous pas qu'à vivre sans espoir, sans espoir. Nous bouquet, j'aime pour tout le monde. Sous problème même ça. Éducation au rabais, ça non. Problème propriété,
ressources dans le pays ça. Y'a des femmes qui ont un garçon qui l'a. Pour qui ça conseille? Pour qui ne pas qu'à démarrer. Ce problème de ça non. Problème d'identité non. Blackout toute la journée ça non. Problème paysan, problème pour la éducation au rabais ça non. Oubliez tout communauté oubliez tout problème comme ça. Mais disons un ça. Donc l'ouvrier avec Bello que vous écoutiez justement avec nous, et nous sommes accompagnés de monsieur Nicolas Alexandre Tremblay, qui est le réalisateur d'un film qui s'appelle Citizens of Nowhere en anglais. Donc vous avez bien compris, pour la plupart d'entre vous qui comprenez l'anglais, les apatrides, ou citoyens de nulle part, ou citoyens de nulle part, effectivement. C'est une situation qui est pratiquement exceptionnelle en 2014 à la République dominicaine, qui vraiment met aussi l'approche que les gouvernements et les autorités ont vis-à-vis de cette loi 168-13, voilà, merci. Alors, il y a des petites choses qu'on va comprendre tout à l'heure, parce qu'on va passer non seulement la bande-annonce, mais on va vous faire écouter aussi des reportages qui antérieurement ont été déjà présentés dans le cadre de cette émission, mais qui expliquent la situation en République dominicaine. Il y a eu à un moment donné, effectivement, une manifestation, c'était à l'aéroport Pierre-Elliott Trudeau, j'allais dire Dorval, Pierre-Elliott Trudeau, donc depuis quelques années, et justement pour sensibiliser la population et la plupart des gens qui se rendaient à des destinations soleil, avec tout inclus évidemment, et la République dominicaine est passée en quelque sorte comme une destination favorite, puisqu'elle est l'une des plus proches du Canada et de l'Amérique du Nord en ce moment. Donc ça, c'est l'une des choses. Nous allons revenir avec monsieur Nicolas Alexandre Tremblay, qui va nous donner davantage d'informations concernant le film et la façon dont il a été réalisé, les difficultés qu'on a connues sur le terrain, sur place. Mais nous allons tout de suite au pub, et au retour, on vous fait écouter la bande-annonce du film. Et également, nous aurons donc un petit reportage qu'on vous présente. Je ferai tout à l'heure, dans quelques secondes, je serai en mesure de vous faire une petite présentation de une mise en situation plus exactement, et comment on dirait, de ce clip qui vous présente la situation qui a dégénéré depuis quelque temps en République dominicaine. On y va. Pour Noël, offrez-vous les seuls chèques cadeaux qui donnent accès à tous les spectacles dans toutes les salles du Grand Montréal. Commandez dès maintenant les chèques cadeaux en ligne à lavitrine.com. La Vitrine, votre guichet culturel. Amoureux de CIBL, joignez-vous à votre radio citoyenne et aidez votre communauté à Noël. Ensemble, donnons à l'organisme le sac à dos pour contrer l'itinérance. Jusqu'au 19 décembre, apportez votre contribution à CIBL au 2e étage du 2 rue Sainte-Catherine-Est. Votre contribution fera une différence. Apportez vêtements chauds, nourriture et produits pour animaux. 1/5 des sans-abri ont un animal de compagnie. Pour plus d'infos, contactez Valérie Crête à CIBL. Ensemble, brisons le cycle de l'itinérance. Avec Digicel, vous gagnez toujours plus. De vendredi à dimanche, quand vous envoyez un minimum de $10 de minutes top-up à vos proches en Haïti, Digicel triplera les minutes. En plus, votre bénéficiaire recevra 5 minutes pour un appel gratuit vers les États-Unis ou le Canada. Des bonus exceptionnels sur un réseau extraordinaire. Digicel. 90 minutes au pluriel. 90 minutes de plaisir musical nourri de ces rythmes inspirés du monde entier. 90 minutes de découverte guidées par des artistes aux créations métissées. Un grand rendez-vous avec ces talents bien de chez nous aux inspirations de partout. 90 minutes au pluriel, tous les dimanches de 14h30 à 16h. Une production Vision Diversité. Look, let me tell you something. He said the next time somebody calls you a nigga, just kick their ass. Don't ask no questions, just kick their ass. Cabaret Diaspora, c'est une invitation hebdomadaire à découvrir le jukebox afro-américain. Cabaret Diaspora, c'est une incursion dans le téléphone portable de l'Afrique moderne.
Petites et grandes histoires, portraits, entrevues et playlists commentées, mon nom est Jean-Baptiste Hervé et je vous donne rendez-vous tous les dimanches dès 16h sur les ondes de CIBL 101.5 Montréal. Heed my advice, young one. Relax. Avec ses studios en plein cœur du quartier des spectacles et son antenne au sommet de la tour du Parc olympique, CIBL 101.5 rayonne pleinement sur la communauté montréalaise. Nous sommes en compagnie de M. Nicolas Alexandre Tremblay, qui est le réalisateur du film Citizens of Nowhere. Et comme il nous disait tout à l'heure, il y aura un titre qui sera peut-être plus poétique qu'on va utiliser pour la version française. Et d'après ce que j'ai compris aussi, il y a une version créole qui est en préparation. Alors, Jean-Claude Martineau est le narrateur de cette production. Et Jean-Claude Martineau, corallin, qu'on connaît, et effectivement, qui a été un militant de première heure dans les années 70 contre la dictature du valliériste et qui a utilisé son pseudonyme corallin parce qu'il écrivait des pièces et qu'il en disquait aussi des pièces contre la dictature en dénonçant de manière très artistique ce qui se passait au pays à cette époque-là. Donc dans les années 70, Corallin non seulement se retrouvait sur les radios, mais aussi avait décidé d'en disquer, et c'était sur du vinyle à l'époque, et qu'on pouvait entendre des pièces comme notamment Juman, qui est une pièce incontournable et que tout le monde se rappelle avec ce disque-là, notamment de Jean-Claude Martineau, qui a participé aussi, je pense, à l'écriture avec Ticone, notamment, qui a interprété ces pièces. Donc on aura l'occasion de revenir là-dessus, et je vois un de mes invités qui cherche la porte d'entrée, Joey Homicile, qui va venir nous rejoindre dans quelques instants. Tout de suite, je vous signale que effectivement, nous allons écouter ce n'est pas une bande-annonce, j'ai dit la bande-annonce tout à l'heure, mais c'est un extrait de la voix de Jean-Claude Martineau, j'ai bien compris. Ouais, c'est un extrait du film, en fait. Du film. D'accord. Alors, nous allons écouter quelques secondes de cet extrait-là, avec justement Jean-Claude Martineau, que vous allez reconnaître. Je viens de la terre des hautes montagnes, là où les petites cascades turbulentes grondent comme pour donner une voix au paysage. Les colonisateurs français appelaient mon île la perle des Antilles. Nous, les Noirs, en Haïti, nous n'avons jamais trouvé la perle. Nous sommes donc avec cet extrait de film que vous venez d'entendre qui s'appelle Citizens of Nowhere. C'est beaucoup plus court que à quoi on s'attendait, évidemment. Et Jean-Claude Martineau, en fait, comment est-ce que vous avez été poussé à aller le trouver? Pourquoi est-ce que vous avez fait le choix de Jean-Claude Martineau? En fait, on est tombé sur Jean-Claude Martineau un peu par hasard parce que moi, je militais avec le comité à Montréal, le comité québécois contre la décision 168-13. Puis évidemment, Jean-Claude Martineau, c'est une cause qui le tient à cœur. C'est vraiment une mission pour lui de lutter contre cette injustice envers ses compatriotes en République dominicaine. On l'avait vu à une activité du comité à la Perle retrouvée en janvier dernier, qui avait fait un discours inspiré et inspirant. Puis ça, petit à petit, l'idée a germé. Puis c'était tellement le mix parfait en fait pour. On a plein de personnages, on a plein de gens en République dominicaine qui vivent les injustices, des gens qui participent au débat. Puis on cherchait justement quelqu'un qui pouvait parler au nom des migrants pour présenter aussi le drame du migrant, puis aussi agir à titre de narrateur pour amener ensemble tout ce puzzle-là, en fait, pour créer une fil narratif intéressant. Là. Puis c'est vraiment bien réussi avec sa poésie, avec sa connaissance de l'histoire. C'est vraiment un apport intéressant. Ouais. Vous me dites que ça fait quand même un certain temps que vous suivez la situation, le développement de la situation entre la République d'Haïti et la République dominicaine. C'est bien cela. Ouais. Donc vous avez probablement, puisque vous venez de me dire que vous étiez à cette conférence, vous avez probablement suivi beaucoup des débats qui se passaient à la Perle retrouvée. Absolument. Ouais, ouais. Et donc, vous étiez là lorsque Madame Ania, qui venait je vais trouver son nom tout à l'heure, mais lorsqu'on a rendu l'hommage à Sonia Pierre, notamment, qui est celle qui est une militante de premier plan au niveau de la situation de la République dominicaine, considérée aussi comme l'avocate même des ressortissants haïtiens
des apatrides en République dominicaine et qui a été la voix pendant assez longtemps de ceux qui n'avaient pas de voix au chapitre et qui n'existaient pas dans la plupart des cas. Et feu Sonia Pierre, décédée évidemment dans des circonstances assez mouvementées aussi, assez bouleversantes. Alors on aura l'occasion de revenir là-dessus, bien entendu. Je tiens à vous faire écouter en ce moment une situation qui va être utilisée un peu comme une mise en contexte de cette situation en République dominicaine. Premièrement, comment est-ce que ça a débuté? Pourquoi est-ce que cette loi 168/13 est arrivée sur le tapis? C'est ce que nous allons entendre avec ce reportage qui nous vient de confrères de la Martinique qui avait à l'époque RFO Martinique couvert cette situation en Haïti et en République dominicaine. Écoutez. L'indignation ne fait que commencer face à une décision jugée xénophobe et discriminatoire. 4 générations de Dominicains risquent de perdre leur nationalité en dépit du fait d'être nés et d'avoir vécu toute leur vie en République dominicaine. C'est la conséquence d'une sentence sans appel adoptée vendredi dernier par les juges de la Cour constitutionnelle. Se basant sur la nouvelle constitution de 2010, la plus haute juridiction dominicaine a décidé que les descendants d'étrangers nés sur le territoire depuis 1929 ne sont qu'en transit et ne peuvent donc plus prétendre à la citoyenneté. Celle-ci ne sera désormais accordée qu'à la condition qu'au moins l'un des parents soit dominicain. Pour certains juristes, c'est une aberration. C'est une interprétation fallacieuse, notamment cette rétroactivité de 84 ans. Aucun tribunal de la République dominicaine, qu'il s'appelle tribunal constitutionnel, tribunal administratif supérieur ou encore Cour suprême de justice ne peut en République dominicaine légiférer de cette façon parce qu'il est en train de dire que les étrangers qui sont nés ici il y a 20, 30, 40 ans de cela sont illégaux. Cette loi va s'appliquer de manière inhumaine aux ressortissants haïtiens, parce que ce sont eux qui sont nés ici. Ceux qui sont là depuis 20 ans, 30 ans, quelques-uns sont même ici depuis 50 ans. Et ils n'ont pas le moindre petit papier disant qu'ils sont dominicains. Cette décision vise effectivement la population d'origine haïtienne, régulièrement accusée d'envahir le pays. L'État dominicain a pourtant fait venir cette main-d'œuvre bon marché pour faire tourner son économie, et notamment ses champs de canne à sucre. Comme cette femme de 42 ans, beaucoup sont nés ici, ont fait leur vie dans l'enfer des plantations, des batailles. Ils sont dominicains, mais pourraient se retrouver sans nationalité. Si après maman mourir, papa mourir a été, mon pas connaît route là, côté m'a pas aller. Peut-être c'est maman qui pour mener l'autre bord. Voilà un pays qui décidait sanctionner de monde qui c'est petite terre République dominicaine, non, parce que tout simplement il y a une origine qui est haïtienne et que il y a déclaré comme apatride. C'est inacceptable. S'agissant de cette mesure que République dominicaine y prend, il doit interpeller les grandes puissances et toutes les organisations internationales. Les Nations Unies ont occupation face à cette surprenante décision qui embarrasse les autorités de part et d'autre de l'île d'Hispaniola. La Cour constitutionnelle dominicaine a d'ores et déjà donné un délai d'1 an aux autorités électorales pour dresser la liste des personnes qui vont perdre leur nationalité. Une affaire qui va rouvrir des plaies historiques mal cicatrisées entre dominicains et haïtiens. Donc voilà, vous avez pu comprendre un petit peu cette situation. Il faut dire aussi que cette situation est arrivée pratiquement au lendemain d'une décision à l'époque où il y avait une grippe aviaire qui frappait la production de la République dominicaine et évidemment qui affectait les échanges à ce moment-là, et un embargo qui avait été mis sur les produits qui venaient de la République dominicaine à un moment donné par l'instance gouvernementale haïtienne au niveau de l'agriculture. Et beaucoup de ceux qui se plaignaient en République dominicaine, ce sont les commerçants qui avaient estimé que cette manière d'agir des Haïtiens était vraiment, arbitraire d'une part, comme décision, et d'autre part qu'ils n'avaient évidemment pas eu lors des gouvernements précédents de situations de la sorte. Par conséquent, c'était un petit peu nouveau pour eux. Ils ont décidé d'appliquer cette loi et de la renforcer justement pour aller en représailles contre la décision de la République d'Haïti. Donc, une mise en otage finalement de ces citoyens qui se retrouvent, premièrement, on l'a dit, on l'a entendu aussi dans le document,
qui n'ont, depuis leur naissance, jamais eu de papier, parce qu'ils sont toujours considérés comme des apatrides, qui ont été très souvent, capturés, disons-le, qui ont été capturés sur place en Haïti et amenés en République dominicaine pour pouvoir travailler dans les batailles. Ou encore, il y avait ce qu'on appelait des scouts, c'est-à-dire des gens qui venaient de la République dominicaine, qui allaient refaire du recrutement illégal, parce qu'ils allaient effectivement chercher en République d'Haïti des travailleurs potentiels pour travailler dans les champs de canne à sucre, mais ces scouts, lorsqu'ils arrivaient, ils disaient aux gens, bon, venez en République dominicaine, vous allez pouvoir fonctionner, travailler, et ils disaient même aux étudiants qu'ils allaient pouvoir continuer leurs études dans les universités dominicaines à cette époque-là. Et beaucoup se sont retrouvés, ce qui se passait, on les faisait monter dans des autobus, dans des autocars, et arrivés en République dominicaine, on récupérait leurs papiers, et on saisissait leurs papiers carrément, le passeport et papier d'identité, et finalement, on les déposait dans les batailles. Et c'est ainsi que beaucoup d'entre eux se sont retrouvés effectivement sans papier, parce que une fois qu'on avait saisi leurs papiers, c'était pour les empêcher de pouvoir fuir à un moment donné et de s'échapper. Et c'est ainsi que beaucoup d'entre eux se sont retrouvés comme des sans-papiers. Ils n'ont jamais pu à ce moment-là aller régulariser leur situation, et ils ont été considérés comme des citoyens de nulle part. Oui, puis l'hypocrisie est pire que ça, en fait, parce qu'aller jusqu'en 2010, la Constitution dominicaine reconnaissait les enfants d'immigrants illégaux qui étaient déclarés. Puis ces travailleurs de la canne-là, il y a quand même plusieurs dizaines de milliers de personnes, il faut le dire, qui ont réussi à faire enregistrer un certificat de naissance à leur enfant. Avec cette décision de la Cour-là, en 2013, ce que le tribunal constitutionnel dominicain a dit, c'était « too bad, on a fait une erreur. Tous ceux qui sont rentrés à partir de 1930, à partir de maintenant, et rétroactivement, vous n'aurez pas accès à la citoyenneté. Ceux qui l'ont, désolé, votre papier n'est plus valide. » Pour moi, c'est une hypocrisie, encore plus en sachant que, de toute façon, à la frontière, la loi de migration n'est pas respectée. Donc, l'élite dominicaine économique va toujours avoir besoin d'une main-d'œuvre bon marché qui va arriver d'Haïti, puis ça continue à se faire à la frontière. En faisant ça, finalement, ce qu'on dit, clairement, c'est que on est prêt à accepter des Haïtiens dans notre territoire, mais pas des Haïtiens ou des descendants d'Haïtiens avec des papiers. C'est ça que ça veut dire. On se rappelle qu'il y avait eu une manifestation, j'en parlais tout à l'heure, et vous aviez mentionné le nom de Franz André, qu'on avait essayé de joindre, et qui avait été le porte-parole à cette époque-là pour cette manifestation et ce groupe contre cette loi 168/13 qui s'était constituée justement. Et il faut dire aussi que malheureusement, j'ai reçu une lettre concernant le regroupement des travailleurs du groupe québécois pour les travailleurs haïtiens en République dominicaine, qui existait, je vous donnerai le nom de ce sigle tout à l'heure, qui a pendant longtemps œuvré ici au Canada et qui récemment je ne sais pas s'ils sont complètement dissous, mais ils sont en train d'être dissous en ce moment, puisqu'il y avait une réunion du CA qui n'a pas pu être entérinée. Mais pour ce qui est de ce comité-là en particulier, en ce moment, il est en restructuration. Restructuration maintenant, je vois. Il va y avoir un CA provisoire, puis après ça, on va faire appel aux membres pour faire la suite, là, mais en ce moment, ils sont un peu en restructuration, mais c'est pas fini encore. C'est pas terminé. Donc, alors, c'est quand même une meilleure nouvelle que celle que j'appréhendais. Et justement, donc, on a parlé de la date où on allait présenter votre film Citizens of Nowhere. Il faudra encore une fois surveiller et se rappeler que c'est durant le mois de l'histoire des Noirs que vous allez faire la projection. Oui, probablement la dernière fin de semaine de février, ici à Montréal. En attendant, je vous rappelle de nous ajouter sur Facebook Citizens of Nowhere et d'aller jeter un coup d'œil sur Kickstarter, ce site de sociofinancement pour avoir accès à la bande-annonce, puis nous donner un petit coup de main. Puis pour revenir au comité, si vous parliez de Franz André Trujillo et le reste du comité contre la décision de la Cour constitutionnelle, mercredi prochain, le 10 décembre, c'est le jour international du droit de la personne, à l'Alizé, au 900 Ontario-Est. Nous allons être présents, moi, avec des membres du comité, pour sensibiliser les gens à la question des apatrides en République dominicaine. On va passer un extrait du film aussi. C'est une soirée assez ludique. Il va y avoir de la musique, de l'art en général pour parler de différentes causes, différents problèmes liés aux droits humains. Là. Ouais.
Nous allons prendre le temps pour faire une petite pause musicale et on remercie notre invité aujourd'hui qui était en figure de proue, justement c'est Nicolas Alexandre Tremblay qui était avec nous et qui nous a présenté son film. Il est le réalisateur du film Citizens of Nowhere qui sera bientôt présenté, je vous le signale. Et Nicolas Alexandre Tremblay, justement, ça fait 4 ans que vous suivez cette situation. Vous avez utilisé des termes qui évidemment dénotait un petit peu ou trahissait un peu vos sentiments par rapport à cette situation-là. Vous avez dit que c'est une loi hypocrite. Et pour avoir vécu pendant un certain temps et à retourner régulièrement en République dominicaine, comment est-ce qu'un Québécois d'origine qui n'était pas nécessairement familier au départ avec une telle situation, quel est votre regard sur cette situation-là lors de certains événements dont vous avez été témoin? À la base, je voudrais faire une précision aussi. On est 2 réalisateurs. Il y a Régis Cousseau qui travaille avec moi aussi. En fait, j'ai été sensibilisé, ça fait longtemps, à la situation des batailles puis des migrants, des descendants de migrants haïtiens en République dominicaine parce que je faisais du bénévolat pour des organismes. Puis pendant mes études universitaires, j'y allais pratiquement à chaque année. Donc, quand il y a eu cette sentence-là, j'ai appelé mes contacts, mes amis, puis moi je sens que j'ai une responsabilité aussi envers ces amitiés-là qui ont réellement été touchées. Moi j'ai des amis qui ont perdu leur emploi, du jour au lendemain on leur a dit désolé, ton certificat de naissance il est plus valide. Donc en ce moment ça fait plusieurs mois que ces personnes-là attendent, ils ne savent pas. Puis, on ne sait jamais. Moi je trouve que ça ouvre la porte aussi à des déportations possibles. En moyenne, il y a à peu près 20 000 Haïtiens ou descendants d'Haïtiens qui sont déportés à chaque année, mais à partir du moment où est-ce qu'il y a eu une déclaration claire du gouvernement, ces gens-là n'ont plus aucune ressource, ils n'ont plus aucun droit, en fait. Et nécessairement, il y a aussi le fait que, quand on est dans une telle situation, on ne peut pas faire des études. Donc, ce sont malheureusement des enfants qui ne vont pas à l'école, dans la plupart des cas. Et même ceux qui ont été à l'école pendant un certain temps, beaucoup d'entre eux se sont vus refuser l'accès aux universités pour continuer leur programme. Ceux qui avaient des postes où ils travaillaient, automatiquement ont perdu leur emploi dans certains cas, parce qu'ils n'arrivaient plus à justifier leur situation. Et du jour au lendemain, c'est quelque chose c'est une loi qui a été déclarée pratiquement par tous les États anticonstitutionnels, mais il reste encore à faire pression sur la République dominicaine pour qu'elle change cette situation. Oui, pression sur la République dominicaine et sur nos politiciens aussi. Je veux dire, ce qui est le plus aberrant là-dedans, c'est qu'on n'en parle pas. On en parle ici, mais à part quelques gens de la diaspora puis des militants, c'est un sujet on en a parlé un peu l'année dernière, ça continue, mais... Effectivement, parce que je me rappelle que si je peux citer JE qui avait fait un topo là-dessus, où on disait justement qu'on ne parlait pas de cette situation-là, et très souvent, effectivement, après un scoop, ça disparaît des écrans, et on ne sait plus ce qui se passe. Mais cependant, il y a des gens qui vivent encore ce drame et qui sont touchés au quotidien par cette situation. Oui, puis de là, l'intérêt de faire un documentaire, notre objectif, c'est qu'après une heure, après que les gens aient vécu, aient suivi des personnes qui vivent cette situation-là, qui soient rentrées au cœur du débat, il y a des arguments, ils comprennent bien la situation, puis ils soient en mesure d'en parler, puis de sensibiliser les gens pour que ça change, en fait. D'accord. Nicolas Alexandre Tremblay, merci beaucoup. Merci, Réginald. Et je vous souhaite bonne chance pour votre documentaire, pour votre film. Et justement, nous allons faire le suivi pour savoir comment ça se déroule, et puis très prochainement. Parfait, merci. Nous,